Que se passe-t-il lorsque l'homme le plus dur d'Hollywood affronte un combat qu'il ne peut pas gagner? Liam Neeson a vaincu la pauvreté, survécu à un accident presque mortel et est devenu l'une des voix les plus emblématiques du cinéma. Mais lorsque la tragédie a frappé en 2009, l'homme qui sauvait des milliers de vies à l'écran est resté impuissant tandis que son monde s'effondrait. Ce qui a suivi n'avait rien d'héroïque, c'était brut, chaotique et caché loin des caméras. La véritable histoire implique des bouteilles de vin, des choix impossibles et une promesse qui le hanterait à jamais. Voici ce qui s'est réellement passé. Ballymena, Irlande du Nord, 1952. Une ville ouvrière où les divisions catholiques et protestantes étaient plus profondes que n'importe quel scénario ne pourrait le décrire. Barney Neeson nettoyait les sols d'école dont son salaire ne pourrait jamais payer les frais pour ses enfants. Kitty Neeson rentrait chez elle les mains brûlées à force de cuisiner dans les cuisines des autres. Leur fils était calme, observateur, le genre d'enfant qui apprend très tôt que le silence est plus sûr que la parole. La boxe est devenue son langage. À l'adolescence, il remportait des combats, transformant la frustration en discipline. Puis est venu le coup qu'il n'a jamais vu arriver. Une commotion cérébrale si grave qu'elle mit fin instantanément à sa carrière de boxeur. Il quitta le ring ce soir-là et ne regarda jamais en arrière. Certaines blessures, apprit-il, ne guérissent pas avec le repos. Elles vous apprennent simplement à marcher autrement. Belfast, dans les années 1970, était un cimetière pour l'ambition. Neeson conduisait des camions sous une pluie glaciale, transportait des cargaisons jusqu'à ce que ses mains saignent et dormait entièrement habillé dans son manteau parce que la facture de chauffage restait impayée. Il s'inscrivit à l'université avec le rêve de devenir enseignant. Mais les cours de philosophie ne remplissent pas un estomac vide. Quand l'argent disparut, le rêve aussi. Puis, en 1976, le désespoir le mena au Lyric Players Theatre, où il balayait les scènes pour un salaire de survie. En quelques semaines, quelqu'un lui confia 2 répliques dans une production. Sous les lumières de la scène, quelque chose de fondamental changea. Pour la première fois, son silence devint un atout et non un handicap. Le moment décisif arriva en 1993 lorsque Steven Spielberg lui proposa le rôle d'Oskar Schindler dans La liste de Schindler. Pendant 110 jours, Neeson vécut dans la peau d'un industriel allemand qui sauva plus d'1 millier de vies juives durant l'Holocauste. Le poids était écrasant. Après le tournage de la scène de liquidation à Cracovie, il retourna dans sa chambre d'hôtel et s'assit dans l'obscurité totale, trop dévasté pour bouger ou dormir. Le film remporta 7 Oscars. Neeson reçut sa première et unique nomination à l'Oscar du meilleur acteur. Les critiques parlèrent de la performance d'une génération. Lui parla du rôle qui faillit le briser à jamais. La célébrité, apprit-il, s'accompagnait de cicatrices invisibles aux caméras. Mais le succès ouvrit des portes que Neeson n'avait jamais anticipées. Barbara Broccoli, productrice de James Bond, l'appela plusieurs reprises après La liste de Schindler, le voulant pour GoldenEye. Nous étions en 1994, à l'apogée absolue de sa carrière. Puis, Natasha Richardson, la femme dont il était tombé amoureux sur Broadway en Anna Christie, lui posa un choix. Jouer Bond ou m'épouser. Elle ne pouvait accepter les scènes romantiques, le style de vie glamour, la spéculation constante. Neeson n'hésita pas. Il choisit l'amour plutôt que l'héritage. Brice Brosnan devint 007, Neeson devint Marie. Ils se marièrent à Millbrook dans l'État de New York cette année-là, la pluie tapotant aux fenêtres tandis que les bougies brûlaient bas. Il ne regretta jamais. En 2000, sa contribution au cinéma lui valut le titre d'officier de l'Ordre de l'Empire britannique, décerné par la reine Élisabeth II. Cet honneur reconnaissait ses services rendus au théâtre et au cinéma, une validation qui ne venait pas du box-office, mais de l'impact culturel. Il était déjà considéré parmi l'élite des acteurs britanniques et irlandais, respecté pour son art bien avant de devenir une star de films d'action. Puis, 20 mars 2009. Natasha Richardson faisait du ski près de Montréal. Une chute simple, un choc. Elle sourit, plaisanta avec les moniteurs, retourna à son chalet. Quelques heures plus tard, le mal de tête arriva. Il ne partit jamais. Neeson était à Toronto en tournage lorsqu'il reçut l'appel. Il serra son alliance si fort pendant le vol vers le nord qu'elle laissa une marque dans sa paume. À l'hôpital, un médecin le prit à part, le regard déjà empreint d'excuses. Son cerveau est mort. Les mots n'avaient aucun sens. Il entra dans sa chambre en s'attendant à voir un souffle, un rire, quelque chose d'humain. Mais Natasha était allongée là, immobile et sereine, comme endormie. Pendant des heures, il resta assis à ses côtés, lui parlant doucement. « Tu es en sécurité, tu es aimé,
tu peux partir. Ils avaient conclu un pacte des années auparavant. Si l'un d'eux ne pouvait plus revenir, l'autre le laisserait partir. Il acquiesça auprès des médecins. Les machines s'arrêtèrent. Mais même dans cet instant insupportable, Neeson honora une autre promesse. Richardson avait passé plus de 15 ans à lutter contre la stigmatisation du sida avec Amphar, devenant membre du conseil d'administration en 2006. Elle croyait au don, à l'idée de laisser le monde meilleur qu'elle ne l'avait trouvé. Neeson prit donc la décision de donner 3 de ses organes. Dans CBS 60 minutes en 2014, il dira « Nous avons donné 3 de ses organes, donc elle maintient 3 personnes en vie en ce moment ». Un ami de la famille confia à People que quelqu'un ayant tant combattu la stigmatisation donnerait naturellement ses organes. Dans le chagrin, Neeson s'assura que la compassion de Natasha leur survivrait à tous les deux. Les mois qui suivirent furent flous. Neeson travaillait parce que bouger était plus facile que ressentir. Taken, l'agence Tourist, Unknown, The Bray. Des films qui ressemblaient à des thrillers mais étaient en réalité des confessions. Mais hors caméra, la vérité était différente. Il buvait, pas occasionnellement, pas socialement. 2, parfois 3 bouteilles de vin chaque soir. Je buvais trop, admit-il dans une interview à GQ en 2014. Ça a commencé depuis la mort de ma femme. J'en étais à ma 2e bouteille avant la fin du dîner et à moitié de la 3e quand j'allais me coucher. Il se décrivait comme un buveur joyeux, jamais ivre au point de tomber, mais toujours à engourdir les bords. Cela dura 4 ans. Puis en 2013, il s'arrêta. Net, complètement. Ses fils regardaient. Il voulait leur montrer autre chose que la survie. Il voulait leur montrer la reconstruction. 5 mois après la mort de Natasha, en août 2009, Neeson fit un geste discret de gratitude. Il apparut dans Good Morning America avec Diane Sawyer et annonça être devenu citoyen américain. « Je reçois encore des messages extraordinaires de la part du peuple américain qui me touchent profondément », dit-il. « C'est en partie pour cette raison que je suis récemment devenu citoyen américain. » Il conserva la double nationalité irlandaise et américaine, toujours fier d'être irlandais, mais à jamais transformé par la compassion d'inconnus au moment où il en avait le plus besoin. Son travail humanitaire, commencé discrètement à la fin des années 98, prit une urgence nouvelle. Neeson devint ambassadeur national de l'UNICEF pour l'Irlande vers 1997, puis ambassadeur de bonne volonté en 2011. Mais il ne se contenta pas de prêter son nom, il voyagea. Au Mozambique en 2005, rencontrant des enfants touchés par le VIH-Sida, en Jordanie en 2017, emmenant son fils Michael à la rencontre d'enfants réfugiés syriens, à la frontière Brésil-Venezuela en 2019, au Soudan-Sud en 2025, confronté à de graves crises de malnutrition. Une empathie née de la tragédie personnelle, transformée en action. En 2018, 9 ans après la mort de sa mère, Michael fit un geste discret de gratitude. À 23 ans, il changea officiellement son femme-nom de Richardson. « C'était surtout comme un hommage à ma mère », expliqua Michael. « Une façon de la porter avec moi. » Vanessa Redgrave, la mère de Natasha, précisa que ce n'était pas pour éviter la célébrité de Liam. Il voulait garder sa mère près de lui, parce qu'elle était une actrice remarquable. Liam répondit avec fierté silencieuse. « Je pense qu'il a fait le bon choix. C'était un beau geste. » Ce changement de nom représenta une guérison multigénérationnelle, une famille unie pour honorer la femme qu'ils aimaient tous les deux. Aujourd'hui, Liam Neeson a 73 ans. Il partage son temps entre New York et la propriété de campagne qu'il partageait autrefois avec Natasha. Son corps porte les cicatrices d'un accident de moto en 2000 qui lui brisa le pelvis, les médecins disant qu'il ne survivrait pas à la nuit. Il marche plus lentement désormais, s'étire plus longtemps, ressent la douleur dans des articulations qui ont porté des décennies de cascade et de gravité. Mais il est toujours là, il travaille toujours, il répond toujours présent. L'histoire de Liam Neeson compte parce qu'il n'est pas indestructible, il est humain. Dans son silence, dans ses cicatrices, dans son refus d'abandonner, il prouve que la véritable force ne se mesure pas au volume, elle se mesure à l'endurance. Parfois, les combats les plus silencieux laissent les marques les plus profondes. Et ce genre de résilience, c'est la seule immortalité qui vaille la peine d'être poursuivie. Si cette histoire vous a touché, aimez, partagez et abonnez-vous pour plus de vérités hollywoodiennes méconnues. Merci de nous avoir regardés.